c'est l'heure de commencer tranquillement ce petit webinaire donc, qui va nous tenir une heure et demie. Je vais essayer de tenir l'heure et demie. Peut-être qu'il y aura un petit dépassement parce que j'ai tendance à prévoir 10 fois trop. On va essayer de faire ça bien. Alors, pour le webinaire ici, donc on va parler des grilles d'évaluation générées avec l'IA et la manière de les gérer dans Moodle, qui est une des plateformes les plus utilisées dans l'enseignement. Donc, attention, le niveau, je pense qu'il y a des choses peut-être un peu plus complexes si vous êtes grand débutant. Prenez ça plutôt comme une découverte et n'hésitez pas à faire appel à notre équipe. Donc, moi, je fais partie de l'équipe Technopédia, qui est une des cellules du réseau d'enseignement CP11. Et donc, nous sommes 9 technopédagogues maintenant à pouvoir vous accompagner dans la prise en main de tous les outils proposés. Donc pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, moi c'est Sébastien Fassbender. Je suis plutôt détaché pour la province de Hainaut, mais on se déplace un petit peu partout. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas indiqué, mais pour m'accompagner, Antoine Collard est là et je lui demanderai de gérer donc, tout ce qui est discussion, euh, questions posées dans les chats. Pour le support du webinaire, il sera disponible, mais là tout de suite, vous n'en aurez pas besoin, mais vous pourrez le télécharger sur votre GSM ou alors j'ai fait un petit site ici la semaine passée, ça s'appelle c'est pas si complexe.batcave.net. C'est voilà, pas eu le choix du nom de domaine, mais j'aimais bien Batcave, c'est sympa. Alors, les objectifs aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de l'évaluation en promotion sociale, parce qu'on doit savoir de quoi ça parle pour pouvoir vérifier que les IA vont pouvoir m'aider et que ce soit correct. C'est aussi l'idée. C'était de vous montrer comment les IA génératives, donc génératives de texte, vont pouvoir m'aider dans la conception de mes grilles d'évaluation, tout en respectant le cadre légal propre à la promotion sociale. Donc pour ça, je vais vous présenter des prompts interactifs. Donc comme je le disais, il y aura peut-être si vous êtes grand débutant dans l'usage des IA, ça peut faire un petit peu peur, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Et une fois que mes IA que mon IA m'aura généré une grille d'évaluation, que j'aurai bien sûr contrôlé euh, son respect du cadre légal, ben, je vais aussi pouvoir vous démontrer comment on peut l'utiliser dans Moodle. Donc, une fois que j'aurai ma grille générée, ben, comment l'exploiter dans Moodle. Alors, la première étape, ben, c'est de définir l'évaluation en promotion sociale. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent, mais un petit rappel n'est peut-être pas inutile. Donc, l'évaluation en promotion sociale, c'est un processus qui est relativement complexe et qui n'est pas un processus unique, isolé. Ce n'est pas uniquement, en tout cas, moi je ne le conçois pas comme une obligation administrative et encore un papier à remplir, mais plutôt comme un processus, un élément du processus de création de cours. Et c'est généralement une des premières choses que je fais dans ma conception de cours, c'est-à-dire que sur base du dossier pédagogique, je vais commencer par définir l'évaluation qui est forcément influencé par mon dossier pédagogique. J'ai mes acquis d'apprentissage, mes degrés de maîtrise, le programme de cours qui est aussi proposé dans le dossier pédagogique. Donc moi, je commence par définir mon évaluation, ma grille d'évaluation, avant même de concevoir mes contenus, ce qui va me permettre d'avoir les utiliser en parallèle. Donc, quand je conçois mes activités de cours, ben, je vais dire, est-ce que ça va me permettre à mes étudiants d'atteindre mes acquis d'apprentissage? Donc, ça, ce n'est pas forcément l'objet, donc tout ce qui est conception de cours, ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui, mais ça en fait partie, ça fait partie de tout le processus d'apprentissage. Vous avez certainement aussi déjà eu accès à vos dossiers pédagogiques, j'espère en tout cas, dans lequel ben, vous allez retrouver une section acquis d'apprentissage qui va reprendre ben, les données, les infos pour atteindre le seuil de réussite et dans lequel on va retrouver
l'entête et ben, les différents acquis d'apprentissage que l'on va devoir observer pour statuer sur la réussite de nos étudiants. Donc ici, j'ai trois acquis d'apprentissage à vérifier et la logique que je dois essayer de retrouver dans ma génération de grilles avec l'IA, je dois m'assurer qu'il y a une observation qui va me permettre de dire ben, est-ce que le seuil de réussite est atteint? Si pas, ben, mon étudiant sera en ajournement en première session ou en refus en cas de récidive de fraude ou en seconde session. Si le seuil de réussite, par contre, est atteint, donc c'est-à-dire que si l'étudiant a répondu positivement à tous mes acquis d'apprentissage, ben alors il est en réussite et je dois retrouver mon degré de maîtrise. Donc je dois pouvoir après évaluer la réussite dans une fourchette allant de 50 à 100%. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel, je pense, utile pour s'assurer ben, que mon IA va travailler dans le bon sens. Après, dans mon dossier pédagogique, j'ai les acquis d'apprentissage qui sont définis. C'est finalement mon objectif à atteindre. Donc, j'ai ici dans ce cours-là 3 objectifs à atteindre pour mes étudiants. Et par contre, ce qui n'est pas défini dans le dossier, ce sont les critères d'évaluation. Qu'est-ce qui va me faire dire que l'objectif est atteint? Et ça, c'est laissé à l'appréciation de l'étudiant, parce qu'en fonction, enfin, pas de l'étudiant, pardon, de l'enseignant. Parce qu'en fonction des activités que je vais demander, en fonction de mon évaluation, ben, mes critères peuvent varier. Après, on peut définir des indicateurs, ce qui va me permettre de quantifier ou de qualifier mon acquis d'apprentissage et me dire, bah oui, il devait me fournir 2 outils spécifiques. Ben, je vais attendre comme indicateur ben, qu'il y ait bien 2 ou plus de 2 outils. S'il y a moins de 2, ben, mon indicateur va m'orienter vers peut-être une non-atteinte de mon critère. Donc ça, c'est toute une logique qui demande du temps, hein. Moi, quand j'ai débuté, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre tout ça. Et donc, c'est déjà peut-être une mise en garde par rapport aux IA qui vont faire ça de manière assez rapide. Ben, il faudra malgré tout comprendre ce processus et ne pas prendre pour argent comptant ce que les IA vont me sortir, même si elles vont pouvoir me faire gagner pas mal de temps. Donc, pourquoi je dis que c'est un processus qui prend du temps? Moi, à force de chercher une méthodologie de travail, je m'étais basé sur la représentation de la taxonomie de Bloom proposée par François Guittet. Donc, vous pouvez retrouver c'est une ressource en Creative Commons. Hop, il y a des gens qui disparaissent et qui réapparaissent. Voilà. Euh, donc, moi, dans ma méthodologie, on va dire sans IA, ben, je vais reprendre le verbe d'action qui est repris dans mon acquis d'apprentissage. Ici, le premier, c'est organiser une recherche d'information dans le contexte numérique. Et je vais essayer de voir quels sont les verbes par rapport à la taxonomie de Bloom et les différents niveaux taxonomiques. Je vais essayer d'associer le verbe organiser avec des verbes. Ben, moi, je dis pour organiser, ben, mon étudiant doit être capable de regrouper, de classifier, de fouiller, sélectionner, catégoriser, réorganiser, structurer. En faisant ça, ben, ça me permet de me dire, ah ben oui, l'organisation, ça demande un niveau principalement d'analyse. Après, les niveaux ne sont pas cloisonnés, mais principalement, on va se retrouver dans l'analyse. Et ça va me permettre, grâce à ça, de me dire, bah, tiens, quels sont les verbes qui vont me permettre de proposer des actions aux étudiants et qui va me permettre d'observer qu'ils sont capables d'organiser une recherche d'information. Et en me basant sur ça, bah, je peux définir une possible, euh, une possible action à leur proposer, ce serait pour observer l'organisation d'une recherche d'information, ce serait de sélectionner, donc c'est un mot que je retrouve, un verbe que je retrouve ici, de sélectionner des ressources, de les regrouper et enfin de les structurer. Là, on est plutôt dans un niveau de synthèse, à l'aide d'un outil spécifique. Et donc, par exemple, moi, pour ce cours-là, je leur demandais de faire un portfolio numérique, parce que c'était un cours d'usage éducatif d'ETIS. Et donc, en définissant déjà mon évaluation, bah, je peux orienter ma consigne de travail. Donc ça, voilà, c'est dans ma méthodologie, ça m'est propre.
mais ça va vous expliquer aussi comment j'ai orienté l'IA par la suite. Alors, donc ça, c'était toute la partie acquis d'apprentissage. Et petit rappel, les degrés de maîtrise, eux, sont aussi définis dans le dossier pédagogique. Donc ça, normalement, on ne peut pas les modifier, on doit les reprendre tels quels. La plupart du temps, on a des éléments comme le niveau de cohérence, le niveau de précision, d'intégration, d'autonomie. Ici, dans ce dossier-ci, il y avait un peu plus d'infos. Ce sont déjà des formes d'indicateurs. Par exemple, pour évaluer le niveau de cohérence, je devrais estimer la capacité de l'étudiant à établir des liens logiques, et ainsi de suite. Donc ça, ici, c'est défini dans le dossier pédagogique, mais on verra que l'IA peut aussi m'aider à les définir ou en tout cas à les préciser. Donc en résumé, tout ce qui est défini par le dossier pédagogique, ce sont les acquis d'apprentissage et les critères du degré de maîtrise. Et ce qui est à définir par l'enseignant, ce sont les critères qui vont permettre d'évaluer l'acquis d'apprentissage et les indicateurs, mais qui sont facultatifs. Et également pour les critères du degré de maîtrise. Donc, on a les indicateurs du degré de maîtrise qui sont aussi soit facultatifs, soit laissés à l'appréciation du chargé de cours. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Comment on va générer ces grilles avec l'IA maintenant? Ah ben non, on ne rentre pas dans le vif du sujet, désolé. Alors, oui, je suis un peu théorique, je suis désolé, mais c'est nécessaire, je pense, pour bien comprendre la logique. Et ça me semble plus intéressant que de vous dire, voilà une IA qui fait ça pour vous. Bah, moi, l'idée, c'est quand même de garder la main sur le processus pour garder une part d'autonomie dans ça. Il me fallait, pour vous expliquer comment on a développé cette IA génératrice de grille d'évaluation, c'est vous expliquer un tout petit peu les niveaux de prompt. Donc, quand on débute un prompt, donc la question que je pose à une IA, la plupart du temps, on va tester des prompts assez basiques, c'est-à-dire génère-moi une grille d'évaluation. On va vite se rendre compte qu'en faisant ça, oui, on va recevoir une grille d'évaluation, mais elle ne va pas forcément répondre à mes attentes, à mes besoins, et elle ne va pas non plus répondre au cadre légal propre à la promotion sociale. Donc, on va aller vers quelque chose déjà de plus structuré. Donc, un prompt plus structuré, ce serait déjà de lui imposer un format de sortie, c'est-à-dire, génère-moi une grille d'évaluation sous la forme d'un tableau et je peux imposer par exemple, les en-têtes du tableau que je veux voir en sortie. Je vais aussi lui rajouter du contexte. Donc, mon contexte, je vais devoir lui préciser ce qu'est la promotion sociale, qu'est-ce que c'est qu'un acquis d'apprentissage, et peut-être reprendre la définition propre à la promotion sociale ou l'enseignement pour adultes. Et donc, je vais pouvoir lui dire, génère-moi une grille d'évaluation sous la forme d'un tableau avec tel en tête, pour un cours ici c'était un usage éducatif des TIS, pour des étudiants de niveau bachelier et dans un contexte d'enseignement pour adultes. Là, déjà, en faisant ceci, je vais déjà avoir quelque chose de plus précis, de plus contextualisé. Forcément, les bases de connaissances des IA sont immenses. Et donc, si je ne le cadre pas un petit peu, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Euh, donc ça, c'est déjà, si vous arrivez déjà à ce premier niveau d'utilisation de retardataire, voilà. Euh, Si on arrive déjà à ce premier niveau d'utilisation, c'est-à-dire de structurer, de contextualiser son prompt, on va déjà obtenir quelque chose d'assez sympa et d'assez complet. N'hésitez pas aussi à lui fournir des exemples de ce que vous attendez comme réponse. Ça va lui permettre de vraiment adapter sa réponse à vos besoins. Après, forcément, moi j'ai essayé d'aller un peu plus loin. On peut aussi découper les réponses qu'il va donner en sous-tâches. C'est-à-dire, en première étape, liste-moi tous les critères des acquis d'apprentissage. En deuxième étape, je pourrais lui demander de me faire une synthèse sous la forme d'un tableau, et puis, etc., etc.
Donc on peut aussi, et les IA sont un peu plus efficaces quand on travaille comme ça, de faire en étape 1, tu fais ça, en étape 2, tu fais ça. Alors je passe l'aspect pédagogique parce que ça ne concerne pas directement là ce matin. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est d'aller vers un prompt qui peut être réflexif ou aussi où le robot conversationnel va jouer un rôle. Donc là, on va pouvoir aller vers ce que j'appelle des prompts interactifs, c'est-à-dire que c'est pas juste fournis-moi, je ne vais pas juste lui demander fournis-moi une grille d'évaluation, je vais imposer à l'IA de me poser toute une série de questions pour définir progressivement lors d'une conversation, je vais lui permettre de définir ma grille d'évaluation, mais très personnalisée, et que je vais pouvoir exploiter à chaque fois, peu importe finalement le dossier pédagogique que j'ai devant moi. Et donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer ce matin. Et vous aurez accès à tous les prompts, à un petit chatbot disponible aussi. Mais peut-être un petit point sur l'aspect réflexif. Ici, c'est vrai que dans la génération de grilles, l'aspect réflexif a été un peu moins exploité, mais on pourrait faire un prompt. Enfin, j'ai testé, ça fonctionne assez bien sur l'alignement pédagogique. Et donc là, l'IA ne me fournit pas vraiment de réponse, mais m'aide à réfléchir sur mon alignement pédagogique. Donc voilà, donc retenez ceci, c'est que soit, enfin, et on peut faire un mélange de tout, bien sûr, c'est-à-dire que plus mon prompt sera structuré, contextualisé, plus j'aurai des infos précises. Si je découpe en étapes, sous-étapes, ça va encore être encore mieux parce qu'elle aura plus facile de traiter des petits blocs d'informations plutôt que de traiter plein d'informations d'un coup. Et on peut aussi proposer à l'IA de ne pas nous fournir de réponses, mais plutôt de rentrer dans un système de questions-réponses continues. Et on peut lui donner un rôle à jouer et plutôt alors lui imposer une façon de fonctionner. Donc ça, c'est déjà une façon assez sympa d'utiliser les IA génératives. Alors, le résultat attendu, moi, que je voulais, finalement, dans ma conception de cette IA, c'était que je voulais vraiment avoir, donc, comme vous l'avez compris, une discussion avec ce robot conversationnel pour pouvoir construire la grille sur base du dossier pédagogique. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir reprendre euh, les acquis d'apprentissage. De toute façon, on ne peut pas les modifier, on doit les reprendre tels quels. Eh ben, je veux avoir ici, donc à gauche, mon dossier pédagogique, à droite, ma discussion avec l'IA. Et vous voyez que l'IA, donc ça, ici, elle va déjà, dans un premier temps, me poser des questions. Quel est le niveau des étudiants? Quelle est la thématique que je souhaite travailler? Elle va prendre en compte ma réponse et puis elle va me demander de lui fournir la liste des acquis d'apprentissage. Donc, ça va me permettre de contextualiser, mais progressivement. Donc, je ne vais pas tout lui donner, je ne vais pas lui envoyer le dossier d'un coup. Je vais structurer ça par étapes. Donc, ça me permet aussi de m'assurer qu'elle sélectionne bien, parce qu'il y a des IA, on peut joindre des documents, des PDF, etc. Mais je ne suis pas toujours sûr qu'elle va chercher l'info au bon endroit. Donc, je devrais à chaque fois la questionner et dire, reliste-moi les acquis d'apprentissage pour que je m'assure que tu as pris les bons. Ici, je bypass un peu ça. C'est un peu plus de travail peut-être, mais au moins je suis sûr de ce que je lui fournis comme données. Donc là, je vais copier-coller mes données d'apprentissage, mes acquis d'apprentissage, et je vais lui donner comme réponse à sa question. Peut-être pour illustrer ça, j'ai la conversation. Ah, c'est ce panneau de. Et oui, en fait, il y a un petit panneau de Teams qui se met toujours au-dessus des onglets. C'est tout, sauf pratique. Alors, la conversation, elle est ici. Hop. Donc, pour illustrer la conversation, donc ici, ben, l'IA se présente, elle me demande déjà quelques questions sur le niveau des étudiants. Elle va m'indiquer, enfin, je vais lui indiquer le niveau des étudiants. Je vais lui fournir les acquis d'apprentissage et puis elle va m'aider aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va me demander de décrire l'évaluation que j'ai prévue. Donc, par exemple, dans ce cours-ci, ben, je leur avais demandé aux étudiants de réaliser un portfolio de recherche sur le numérique
et le présenter et le justifier. Donc, en le précisant à l'IA, vous verrez après qu'elle va l'intégrer dans ses réponses, donc dans les critères qu'elle va définir, dans la grille d'évaluation qu'elle va me sortir au final. Elle va prendre en compte le fait que j'ai demandé la réalisation d'un portfolio et adapter ces critères. Donc, en lui fournissant ça comme entrée, ben, je vais avoir une grille critériée beaucoup plus contextualisée que si je lui avais demandé de me générer une grille d'évaluation sans demander beaucoup plus d'infos. Alors, elle est toujours très contente, hein, elle trouve toujours ça très intéressant. C'est là que je disais que l'aspect réflexif, là, à ce moment-là, ne rentre pas vraiment dans la discussion. Donc ça, il faudra peut-être programmer un autre chatbot. Ce sera peut-être l'occasion de faire un autre webinaire. Mais c'est l'idée de... Ici, elle sera toujours finalement assez contente de ce que vous lui proposez et ne va pas remettre spécialement en question. Donc ça, ce sera votre rôle de garder un esprit critique par rapport à ce qu'elle va vous fournir comme réponse en se rappelant bien que ce n'est jamais une génération de phrases. Il n'y a pas de réflexion de la part de l'IA. Elle va simplement avoir un contexte, et plus ce contexte sera précis, plus les réponses qu'elle va vous fournir seront précises. Donc là, voilà, elle me propose, pour chaque acquis d'apprentissage, ben, elle va me proposer 3 critères d'évaluation. Et on peut aussi enfin, la reprogrammer en quelque sorte. Par exemple, ici, moi, mon critère, organiser une recherche d'information, euh, l'IA m'a proposé surtout des critères d'évaluation sur les mots-clés utilisés pour rechercher l'information. Ben là, moi, dans mon cas, ça me correspondait pas, c'était pas ça que je voulais voir. Je voulais surtout observer la manière dont les étudiants organisaient l'info, pas comment ils avaient effectué leur recherche d'information. Et donc, je peux très bien lui dire, bah, tiens, pour le point 1, je cherche plutôt à évaluer l'organisation plus que la recherche. Et elle m'a dit, OK, c'est noté. Et elle a reformulé les critères. Elle a repris des nouveaux critères d'observation des acquis pour répondre à ma demande. Et donc, c'est pas figé. Je peux lui dire ça me va, ça me convient pas. Et elle va le retravailler. Donc, une fois que c'est fait, voilà, elle continue sa discussion. Et puis, elle me fait déjà un premier tableau récapitulatif qui va me permettre de retrouver, hop, celle-là, voilà, va me permettre de retrouver un tableau avec les acquis, les critères et les indicateurs. Donc, ce qui me permet déjà d'avoir un premier résumé de travail. Il faut bien sûr pas prendre pour argent comptant ce qu'elle vous donne. C'est globalement pas mal, moi je trouve. Mais ça va aussi dépendre de l'IA que vous utilisez. Parfois, elle inverse critères et indicateurs, donc c'est pas toujours parfait, mais ça me donne déjà une base de travail plutôt sympathique pour définir après ma grille d'évaluation. Mais voilà, je suis pas obligé de reprendre tout et il faut certainement pas le faire, mais ça me permet de gagner pas mal de temps et peut-être après de la personnaliser encore davantage. Euh, Ici, après, oui, je pense que cette discussion-là va peut-être un petit peu foirer à un moment, ça arrive de temps en temps. Oui, voilà, ici, donc dans la suite de la discussion, ben, c'est le même processus pour la définition des degrés de maîtrise, les critères de degré de maîtrise. Donc là, il m'a repris, voilà, là, il m'a refait la synthèse. Donc, c'est tout un système de discussion. Il dit, bah, tiens, OK, maintenant, quels sont les critères du degré de maîtrise? Et il va, dans le même principe, reprendre les critères du degré de maîtrise. Donc, ici, c'était cohérence, précision, intégration, autonomie. Et il me l'a décomposé en 3 éléments observables pour définir ce niveau de cohérence. Par exemple, ici, on vérifie que l'étudiant présente une structure logique et claire de son portfolio avec des liens explicites entre les différentes sections. Moi, je trouve ça déjà très intéressant et ça me permet déjà d'orienter mon observation, même s'il faudra peut-être parfois peaufiner tout ça. Je reviens 2 secondes dans la présentation. Il y aura après un petit moment de questions-réponses pour recadrer ou pour préciser certaines infos. Donc, comme je le disais, voilà,
ce qui est intéressant dans la sortie finale, donc une fois que toute la conversation sera faite, il va reprendre mes acquis d'apprentissage. Par contre, et c'est là qu'il faut toujours être attentif, normalement, ici, avant les définitions des acquis d'apprentissage, il y a un en-tête que l'IA a tout simplement oublié. Elle ne l'a pas repris. Ben donc ça, il faut bien s'assurer que l'IA reprend correctement les données. Donc ça, l'en-tête fait partie de mon évaluation et de mon dossier pédagogique. Donc il faudra que je le récupère. Mais en sortie, je récupère bien un tableau avec mes critères, mes indicateurs et des indications euh, pour s'assurer du bon fonctionnement de l'évaluation en promotion sociale. Donc, qui a- donc je rappelle, on évalue d'abord le seuil de réussite et après on affine avec le degré de maîtrise. Et donc ici, bah, il m'indique si tous les acquis d'apprentissage sont validés, alors l'étudiant a atteint le seuil de réussite. Donc ça, voilà, la phrase revient ici. Et on met, bah, si le seuil de réussite est atteint, l'évaluation est alors affinée à l'aide des critères du degré de maîtrise. Donc ça permet de rappeler aussi la procédure logique de l'évaluation en promotion sociale. Bon, là, il me reprend à nouveau un tableau récapitulatif. Et il m'a mis une petite phrase, là, je ne vais pas demander, mais euh, il me dit que, voilà, que ça permet de nuancer la réussite de l'étudiant. Comment obtenir... Ouais, je vais peut-être faire le petit moment de questions-réponses maintenant. Je vais changer. Je dis, il y a déjà eu pas mal d'infos. Il y a peut-être déjà des questions qui sont apparues dans le chat. Je ne sais pas si Antoine, tu as... Oui, en effet, il y a deux, trois questions, enfin, il y a trois questions dans le chat, notamment Christelle qui se demande comment tu as alimenté ton chatbot pour obtenir cette grille d'éval, enfin en tout cas tes critères, indicateurs et seuil de réussite. Ouais, donc bah, c'est justement ce que je vais montrer juste après comment j'ai fait. Alors là, moi, je n'ai pas alimenté les critères. Donc ça, c'est vraiment l'IA qui va aller les définir. Par contre, je lui ai expliquer ce qu'était un critère en fonction de la promotion sociale, parce qu'on a le glossaire de la promotion sociale. Ben, j'ai été reprendre ces définitions-là et je lui ai mis comme données dans le chatbot. Donc ça, je vais le montrer juste après. Alors, il y a une autre question de Christelle sur la gestion des chapeaux. Donc les chapeaux, j'imagine, dans les dossiers pédagogiques Oui, qui sont... ouais. les Donc, en-têtes, oui. voilà, ça, il faudra peut-être le montrer aussi pendant ta démonstration ou Euh, l'aborder. Et une question de Lorraine qui concerne donc... Enfin, je lis la question. Comment faire pour lui demander une grille plus générale de présentation en début de module? J'ai de gros modules, il y a donc plusieurs évaluations en cours de mes modules. donc de faire des plus petites grilles d'évaluation, c'est ça? Et en proposer une plus Euh, générale en début de cours. oui, Oui, c'est moi qui, je me permets, c'est moi qui ai posé la question. oui, oui, En fait, en début de module, avant le premier dixième, on doit présenter les critères d'évaluation, mais pas nécessairement les indicateurs. oui. Et parfois, ben, enfin, moi, j'ai des modules qui courent sur toute une année, et du coup, ben, mes indicateurs vont varier en fonction de l'évaluation partielle, en réalité. Et donc, je me demandais comment faire cette première grille, en réalité, qui est plus Oui. générale que les suivantes. Oui, oui. Donc, en fait, il suffit de lui donner comme moins d'infos en entrée. Donc, Ok. ici, quand il va me demander de fournir la liste des acquis d'apprentissage, bah, je pourrais me contenter de lui donner un seul des acquis d'apprentissage. Maintenant, théoriquement, avant le premier dixième, on doit leur fournir la grille complète, ou en tout cas au minimum ce qu'on attend d'eux à la fin comme Ouais, c'est évaluation. ça. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ma question, en fait. voilà. Mais rien ne m'empêche de lui fournir qu'un seul acquis, ou même de... Moi, j'utilise... enfin, maintenant, je l'utiliserai comme ça. C'est-à-dire que si, parfois, je fais des évaluations formatives ou des petits exercices qu'ils doivent me rendre, mais qui ne rentrent pas dans l'évaluation finale, mais je peux très bien faire mon propre critère, mon propre acquis d'apprentissage qui serait formatif et finalement qui serait un acquis intermédiaire qui me permet d'atteindre mon acquis d'apprentissage final. Mais je peux du coup, c'est moi qui décide, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est moi qui décide de ce que je lui donne comme entrée. Et si je veux lui donner un autre acquis que ce qui est dans la grille dans le dossier pédagogique, je peux.
Ok. Je ne sais pas si j'ai Merci. répondu à la question. Oui, je vois plus ou moins, merci. Alors peut-être je reviens sur la question de Christelle par rapport aux en-têtes. Si c'est possible de préciser un petit peu. Oui, donc en fait, parfois quand tu as des en-têtes par rapport notamment à l'orthographe ou des mises en Merci. situation bien particulières, comment faire pour qu'il intègre ça dans la grille en fait? Oui, Parce que ça doit apparaître quelque part. oui, donc ici, par exemple, dans mon dossier, j'ai un en-tête où je dois avoir dans le respect des règles d'usage de la langue française. Je peux reprendre ça comme un acquis d'apprentissage. Ici, lui, il a considéré que les listes à puces étaient un acquis d'apprentissage. Je peux refaire l'exercice en lui mettant que ces éléments-là de l'en-tête pour définir alors des critères si nécessaire. D'accord, mais il ne peut pas le décortiquer par lui-même, c'est-à-dire que c'est toi qui dois lui dire, attention, il y a une en-tête, il Alors, ne peut pas... il est très bête, hein, donc Oui, oui, oui. même si ses réponses semblent intelligentes, ce n'est jamais que de la programmation derrière, c'est de la probabilité de texte. Donc moi, si je lui dis pas qu'un en-tête doit être traité de telle manière, il ne le sait pas. Donc il va faire ce qui lui semble le plus logique. Et donc là, lui, dans la manière dont je l'ai programmé, il prend que les acquis d'apprentissage. Et donc il faudrait ici préciser que ça, c'est un acquis d'apprentissage et qu'il le traite comme tel. Et je Ou voudrais juste adapter le prompt. oui. Je voudrais juste revenir à ma première question. C'est surtout le fait que si tu lui donnes pas le contenu matière, comment est-ce qu'il peut faire du lien avec ce qui est demandé au niveau des acquis d'apprentissage? Alors, c'est justement là que la question sur quelle est l'évaluation que je vais demander euh, intervient. C'est-à-dire que ma grille d'évaluation, elle doit me permettre d'évaluer, d'observer l'évaluation, et donc pas forcément le programme de cours. On pourrait aussi faire une IA qui me fait un programme de cours. Après, moi, je trouve ça moins intéressant. J'aime bien créer mes propres cours, faire ma scénarisation, etc. Parfois, je suis un peu en manque d'inspiration sur mes critères. Et c'était plutôt là comme ça que j'ai pensé ça. Donc, en fait, en soi, il n'a pas besoin particulièrement d'avoir accès à tout mon cours pour me donner mon évaluation et mes critères d'évaluation, vu que Oui. mes critères sont définis ici dans mon dossier pédagogique, Mhm. mais je peux être plus précis. Et c'est là que je disais, quand il me demande mon évaluation, il va adapter les critères en fonction de ça. Donc moi, je vais parler d'un portfolio. À la fin, il m'a mis, je ne sais plus où, je viens de le voir passer, voilà ici. Donc, dans la justification des choix opérés, il m'a demandé la justification est présentée sous forme écrite ou orale et couvre tous les aspects de la création du portfolio. Donc, Mhm. si je ne lui avais pas dit avant que j'allais faire une évaluation en portfolio, peut-être qu'il m'aurait parlé d'un portfolio, mais Oui. il serait peut-être parti sur un autre type d'évaluation. Oui, mais c'est vrai que tu as raison. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué qu'il paraphrasait beaucoup l'acquis, mais qu'il ne me donnait pas nécessairement des choses nouvelles. Comme tu dis, il est un petit peu bête, quoi. C'est ça, c'est un programme informatique, hein, donc Euh, et comme je disais, il ne va pas forcément répondre à tout. Parfois, il y a des critères qui sont intéressants, d'autres pas. Mais ça me donne une base de travail. Et donc, plutôt que de passer une journée à définir plein de critères, à réfléchir à ça, j'ai quelque chose. Là, j'ai déjà un tableau qui est déjà pas mal complet. Après, je dois bien sûr repasser derrière, vérifier que c'est bien un critère, que c'est bien un indicateur et que ça me sera utile dans ma pratique. Là, j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Et donc, je propose d'avancer. Il y aura un autre moment de questions-réponses vers la fin. Donc, comment faire finalement pour obtenir ce système de chatbot? Donc, moi, j'ai utilisé Hugging Face, mais il y en a d'autres, hein. On peut le faire avec ChatGPT, mais il faut passer, je pense, sur une version payante pour avoir accès à des chatbots.
Donc, le chatbot, à la différence des IA, on va dire grand public, c'est-à-dire que c'est moi qui lui impose une façon de fonctionner. Et il fonctionnera toujours en fonction du petit programme que j'aurai écrit. Donc, ça va être des chatbots très cadenassés qui feront toujours la même chose. Et plutôt qu'une IA généraliste, où je peux lui poser plein de questions, mais ça peut aussi partir dans tous les sens. Donc, le programme en soi, ben, vous voyez, il est assez long, hein. Donc, c'est un prompt. Alors, on pourrait le reprendre tel quel, le copier-coller dans une IA de type Copilot, Gemini ou autre. Mais il est découpé. Donc, ça, vous l'aurez, vous pourrez le décortiquer. Mais, parce que là, je ne vais pas tout passer en revue, ce serait un petit peu long. Mais il y a 4 grandes étapes ici que j'ai suivies. C'est-à-dire que je lui ai fourni certaines consignes. Donc déjà, je lui ai demandé de suivre toutes les étapes dans un ordre que je lui ai imposé, pour éviter qu'il me sorte tout d'un coup et que ce soit vraiment, on puisse travailler étape par étape. Comme je lui disais, il est un peu bête, c'est pas parce que je lui dis étape 1, étape 2, qu'il va s'arrêter à la fin de l'étape 1 et attendre que je lui fournisse une réponse. Donc il faut lui préciser, il faut lui dire comment il va devoir travailler. Ensuite, je vais définir mon contexte. Donc, finalement, c'était aussi l'objectif ici de cette génération de questions, c'est qu'ils prennent en compte le contexte propre à la promotion sociale. Et donc, j'ai tout simplement été rechercher les définitions du glossaire de la promotion sociale qu'on peut retrouver sur le site de l'EPS ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je lui ai redéfini l'acquis d'apprentissage, le seuil de réussite, degré de maîtrise, indicateur. Je lui ai donné aussi des exemples de critères que moi j'avais déjà utilisés dans mes cours et que je trouvais qui m'avaient aidé. Mais ça, vous pouvez aussi le personnaliser si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition. Et je lui ai rappelé aussi le fonctionnement de la promotion sociale avec les acquis d'apprentissage, le seuil de réussite, etc., pour qu'il ait un contexte beaucoup plus précis que si je lui avais dit je travaille pour l'enseignement pour adultes. Là, je lui impose une sorte de petite de contexte qu'il va devoir prendre en compte. Et ensuite, je lui définis toutes les phases. Donc, je lui demande de se présenter, d'expliquer son rôle. Je lui dis de commencer par la première phase, puis de passer toutes les étapes en revue. Donc ça, vous voyez, ça c'est le petit, finalement, tout ici, tout le petit programme que je lui ai imposé. Et à la fin, je lui ai demandé une sortie, donc une synthèse de tout notre échange, et je lui ai imposé le format de sortie parce qu'au début, il me faisait parfois des listes à puces, parfois il me le mettait sous forme de tableau, parfois sous forme de texte continu. Et je disais, bah non, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un texte continu, voilà. Donc, je l'ai un peu cadenassé en disant, voilà ce que je veux comme sortie. Je lui dis, tu reprends les résultats de l'étape 10, tu me fais ça sous forme de tableau avec mes acquis d'apprentissage, mes critères, mes indicateurs. Je lui ai mis des petites phrases, mais qui ne réapparaissent pas à chaque fois. Donc ça, il est parfois un petit peu capricieux. Mais il me respecte globalement la structure que je lui ai imposée en format de sortie, donc on retrouve ici. Donc le prompt est assez long, mais il est découpé donc en 4 catégories. Donc ça, vous pourrez récupérer le prompt, vraiment l'adapter à vos besoins, le peaufiner ou l'utiliser tel quel si ça vous convient. Peut-être une manière de penser un prompt interactif, si vous voulez pouvoir le créer de vous-même, si vous en sentez capable. Moi, une manière de fonctionner, c'est de le schématiser, donc schématiser le schéma enfin, le flux de l'information. Et donc, c'était par exemple ici, donc ça, c'est un autre petit chatbot que j'avais testé, où je lui demande de se présenter, de me poser une question, de demander des choix et puis d'avoir des embranchements. Si je lui fournis une information, non, si l'information n'est pas disponible, il va me demander de lui fournir. Enfin voilà. Donc il y a moyen de le visualiser comme ça pour ensuite l'écrire. Donc ça, ce sera peut-être l'occasion, si vous voulez en apprendre plus sur la façon de définir des prompts. On peut bien sûr organiser des formations dans vos établissements
Et vous aurez aussi accès à notre catalogue de formation. Donc ça, ce serait qu'ici, dans un cadre webinaire, c'est difficile d'aller plus loin, mais on peut bien sûr organiser ça dans vos établissements. Comme je vous le disais, vous avez accès à ce générateur de grille d'évaluation critériée. Le lien est dans la présentation, vous l'aurez sur le petit site. Et donc, ce qui est sympa, moi je trouve, c'est que quand on a accès... Alors, il faudra par contre vous créer un petit compte sur Hugging Chat. Il faut juste créer son compte et puis vous avez accès gratuitement à l'outil. Ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est pas figé, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre le prompt et le reprendre à votre sauce et créer votre propre assistant, votre propre chatbot. Donc pour ça, une fois que vous êtes sur cette page-ci, vous avez accès aux paramètres du chatbot et vous pouvez, je pense, l'éditer ou alors directement reprendre le texte du prompt. Donc, vous allez pouvoir éditer votre propre chatbot et personnaliser le prompt que je vous propose ici. Il est pas figé, je vous impose rien. Vous l'utilisez pas, vous l'adaptez. C'est vraiment libre d'utilisation par rapport à d'autres solutions généralement payantes, assez gratuitement, où là, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière, on ne sait pas le prompt, on n'a pas la main dessus. Donc là, c'est 100% libre. Et donc, c'est un aspect que moi que je trouve intéressant ici. Donc ça, on n'aura pas le temps d'exploiter, d'aller plus loin là-dessus, mais on peut à nouveau, si vous avez des demandes, des besoins par rapport à ça, y répondre. Peut-être s'il y a eu des petites questions, réponses, enfin, les réponses vont arriver, mais est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps? Non, pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions. Est-ce que ça va toujours de votre côté? Oui. Alors, on va attaquer alors le deuxième aspect. Ouais, j'ai des petits likes, parfait. On va attaquer le deuxième aspect. Donc, vous l'aurez compris, une fois que ma grille est créée, il faut bien sûr que je repasse derrière, que je m'assure que les critères sont bien des critères, les indicateurs sont bien des indicateurs. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous sont capables de venir les copier-coller dans un document Word, en faire un petit PDF pour pouvoir l'utiliser de manière administrative. Donc, vous avez certainement, il y a pas mal d'établissements qui ont des modèles préétablis de grille d'évaluation. Vous avez votre modèle. Ben, une fois que vous avez les données, ben, il faut aller les copier-coller. Mais il y a déjà une structure qui est déjà définie par la sortie de l'IA. Ici, ce que je vous vais montrer, là, on passe sur un autre aspect, c'est comment l'utiliser pratiquement dans mes cours avec Moodle. Donc, dans Moodle, on peut associer à des activités de type devoir ou d'autres types d'activités des grilles d'évaluation. Bah donc, une fois que ma grille est créée enfin, ou ma création a été assistée par l'IA, ben, je peux l'exploiter concrètement dans mes cours avec Moodle. Donc ça, l'idée, c'est ici à droite, vous avez la sortie de mon IA avec mes critères, mes indicateurs. Mais je vais pouvoir créer une grille d'évaluation sous ce format-là avec mes acquis d'apprentissage et mes indicateurs et avoir une grille qui est très pratique parce que ça va me faire gagner du temps dans mes évaluations. J'aurai plus qu'à cliquer à gauche, à droite pour définir le niveau de maîtrise de mes étudiants, dire si c'est acquis, non acquis, leur attribuer des points, etc. Donc ça, je vais faire la démonstration de ça. Et à nouveau, n'hésitez pas à nous faire des demandes de formation pour approfondir ça. Donc, c'est un peu pour moi le défaut du format webinaire, c'est que je dois vous montrer et c'est difficile de vous apprendre à faire. Mais voilà, c'est une forme comme une autre. Mais voilà, n'hésitez donc pas à faire appel à nous. Donc ici, je suis dans un cours Moodle. Vous voyez que j'ai trois types d'évaluation, donc, enfin de dépôt de devoirs. Il y en a le premier, c'est le dépôt de devoirs classique, hein, quand on crée son évaluation sur Moodle. On a en guise d'évaluation, quand les étudiants ont déposé un travail, par exemple ici Antoine m'a déposé un travail, mais je vais pouvoir, si je n'ai rien paramétré d'autre, lui attribuer une note sur 100. Ça, c'est le paramétrage par défaut. Je peux lui mettre une note
et que pour le moment, c'est pas évalué. Et après, je lui mets un petit commentaire, super, et je lui envoie mon évaluation. Là où moi je trouve ça devient plus sympa et pour l'avoir testé avec les étudiants, l'évaluation est plus fine avec une grille d'évaluation sur Moodle, euh, parce que ça va me permettre d'évaluer bien plus précisément ce que je veux vraiment évaluer. Donc on posait tout à l'heure la question de mais si je n'ai pas besoin d'évaluer tout d'un coup et que je dois le faire peut-être par petits blocs, on va pouvoir faire des grilles intermédiaires, une grille formative par exemple. Donc, ici, dans mon activité de type devoir, à nouveau, j'ai une grille d'évaluation qui est... hop, donc ici, voilà, pardon. Ici, j'ai ma grille d'évaluation avec une description, alors là, qui m'est propre aussi. Donc, comme c'est du formatif, je me suis permis un peu de liberté. C'est-à-dire que j'ai défini des critères qui n'existent pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai mis des acquis moins, acquis et acquis plus. Donc, c'est pas officiel, c'est repris dans aucune circulaire. Mais comme c'est du formatif, et j'ai mis bien sûr en voie d'acquisition, ça me permet aussi de préciser ce que j'attends de l'étudiant, de déjà lui donner une appréciation de ce que j'observe dans son travail. Acquis moins, par exemple, c'est oui, il arrive à le faire, mais ce serait bien qu'il travaille encore un peu. Acquis plus, ce serait un degré de maîtrise déjà un peu plus avancé, où ils sont déjà dans un travail intermédiaire. Ils vont déjà plus loin que ce que j'ai demandé. Donc ça me permet aussi de valoriser mes étudiants en disant, allez, c'est bien, là, c'est pas mal fait du tout. En pratique, vous voyez, tout à l'heure, je pouvais dire, tu as 0 ou 100%. Je voyais des petits commentaires qui apparaissent. S'il faut intervenir, Antoine, tu n'hésites pas. Donc ici, dans la grille d'évaluation, donc, soit par défaut, c'est une note entre 0 et 100, et la grille d'évaluation sur Moodle va me permettre, là, beaucoup plus finement, de définir ce que j'observe. Ici, c'était un cours de tableur. Je vois si l'étudiant est capable d'utiliser des fonctions simples et prédéfinies et fournir des arguments adéquats. Et c'était un exercice sur les fonctions somme, minimum, maximum, moyenne, etc. Si l'étudiant arrive à le faire, je lui dis OK, c'est acquis, j'ai plus qu'à cliquer ici. Et si je le souhaite, je peux mettre un petit commentaire pour chaque élément que j'observe dans le travail fourni par l'étudiant. Et donc, vous voyez, je peux cliquer tout simplement dans les zones que j'aurais prédéfinies. Donc, non acquis en voie d'acquisition ou acquis pour chaque élément que j'observe. Et je peux déjà proposer un degré de maîtrise estimé. Voilà, c'est vraiment propre à ma façon de fonctionner. Et moi, ça me permet de dire, voilà, tiens, tu as 3 acquis et j'estime que ton travail est globalement bon. Et donc, je sélectionne un degré de maîtrise estimé acquis. Et pour moi, acquis, c'est qui fait preuve de la maîtrise des capacités évaluées dans ce travail. Bravo. Et je peux commenter aussi. Donc, une fois que j'enregistre mon travail, l'évaluation, dans mon carnet de notes, je vois que l'étudiant a acquis et il n'a plus une note entre 70 et 80. Parce que j'ai déjà eu des étudiants où je mettais 90 et ils venaient me voir après en disant écoutez, moi je ne vaux pas 90, je ne vaux que 100. Je fais, wow, ok, bon, il y a un petit problème d'ego peut-être, mais en tout cas, ça m'a permis de revoir ma façon de travailler, dire finalement, une évaluation comme ça, c'est plus facile et en plus, ça évite les étudiants de se comparer par rapport à leurs points. Parfois, on met un point en plus à un autre, un point en moins, parce que voilà, on était peut-être un peu plus fatigué ou je sais pas. Tandis qu'ici, moi, j'ai vraiment vu la différence avec les étudiants qui me disaient, ah tiens, vous avez mis en voie d'acquisition pour l'utilisation des fonctions simples. Je pensais que je maîtrisais, et donc le discours a déjà changé. Ils viennent plutôt avec une question sur ce que j'observe moi et pas sur pourquoi il a eu un point de plus pourquoi lui il a eu 79 et moi j'ai eu 78. Ça va pas. Alors qu'en soi, ce discours-là n'est pas très intéressant dans le développement des compétences de nos étudiants. Là,
au lieu de se comparer aux autres, ils se comparaient eux-mêmes à leur grille d'évaluation. Et donc, moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant dans la relation d'apprentissage avec les étudiants. Alors, il y a un micro qui fonctionne. Ouais, voilà, c'est coupé, parfait. Donc, une fois que j'ai enregistré ça, vous voyez que dans mon carnet de notes, ici, je reviens dans mon cours en ligne, dans mon carnet de notes, j'ai une notion acquis ou de réussite. Et donc ça, pour moi, c'est déjà plus intéressant que d'avoir un résultat chiffré. Alors après, Moodle impose quand même cet affichage de notes, mais il suffit de préciser aux étudiants que ce n'est pas pris en compte et c'est pas parce qu'ils ont 83,33% que ce sera leur note finale. Donc ça, il faut bien leur expliquer. Ce que je vais peut-être faire, c'est vous montrer comment passer d'une évaluation classique de notes à une évaluation par barème. Que- Sauf s'il y a des questions, hein, toujours Antoine, tu n'hésites pas à m'interrompre. Oui, toujours rien. Parfait. Donc ici, comme je disais, par défaut, mon dépôt de devoir, ici c'est un dépôt de devoir classique. Quand je vais dans les paramètres du devoir, vous voyez qu'il est dans la catégorie notes. Il est indiqué points. Les points, c'est une note maximale que je peux définir ici entre 0 et 100. Mais je pourrais faire un travail de 0 à 5. Pourquoi pas? Donc ça, c'est vraiment l'évaluation classique. Vous voyez qu'il y a aussi la possibilité de ne pas évaluer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction barème. Donc le barème va me permettre de définir justement cette évaluation avec autre chose que des points. Alors, ce qui est peut-être perturbant, c'est que mon barème, il ne se définit pas au niveau de mon devoir, mais au niveau du cours. Et donc, il faut que je revienne un étage au-dessus pour définir d'abord mon barème avant de pouvoir l'utiliser dans mon cours. Donc, ici, j'en ai déjà disponible dans mon cours, mais comment le faire si ce n'est pas le cas sur votre plateforme? Donc, je reviens juste quelques instants dans mon cours ici. Hop, c'est ça. Alors, pour d'abord définir un barème, qui est la première étape avant de pouvoir l'utiliser, je dois aller dans les notes, le carnet de notes ici. Et vous avez par défaut l'affichage rapport de l'évaluateur. Et dans mon rapport d'évaluateur, je vais avoir tout en bas les barèmes. Et c'est ici, donc, au niveau de mon cours, que je vais pouvoir définir les barèmes que je vais utiliser. Donc, quand je vais là, donc soit j'ai déjà des barèmes disponibles parce que je l'ai déjà utilisé. Donc là, ce sont mes barèmes personnalisés que j'utilise. Donc vous voyez que ce sont les barèmes que j'ai présentés tout à l'heure, non évalués, en cours d'acquisition, acquis moins, acquis plus. J'en ai un autre pour une évaluation certificative où là, les acquis moins, acquis plus, ça n'existe pas dans l'évaluation en promotion sociale. Donc je vais avoir comme évaluation finale, ajournement, refus ou réussite. Alors, l'ordre est relativement important dans le sens où le premier niveau, ce sera, on devra, c'est comme ça fonctionne dans Moodle, on devra lui attribuer une note de 0. Le deuxième niveau, ce sera une note de 1. Le troisième niveau, une note de 3. Donc ça, c'est peut-être la petite difficulté, c'est que dans Moodle, je vais pouvoir communiquer comme ça avec mes étudiants, mais je ne vais pas pouvoir leur mettre une note finale, je vais devoir leur donner un barème. Donc ça, c'est peut-être une petite subtilité dans l'utilisation des barèmes dans Moodle. Et alors, donc ça, ce sont mes barèmes personnalisés. Et puis, il y a des barèmes standards. Donc ça, c'est défini au niveau de la plateforme et qui sont disponibles chez tout le monde. Donc, tous les profs qui sont sur notre plateforme ici à la province de Hainaut auraient accès à tous ces barèmes-là. Ils peuvent l'exploiter ou créer leur propre barème. Donc, simplement en cliquant sur Ajouter un nouveau barème, on attribue un nom, on définit les barèmes, on les sépare par des virgules. Je vais peut-être en montrer un qui est déjà fait. Hop, je vais annuler ici, je vais modifier celui-là. Donc voilà, je vais
attribuer un nom. Vous voyez que là, les barèmes, comme c'est déjà utilisé, je ne peux plus le modifier dans mon cours. Mais je note mon barème, je mets une virgule, je note le deuxième niveau, troisième niveau, etc. Et puis, je peux mettre une description personnalisée ici pour signifier à mes étudiants ce que j'entends par mes différents niveaux. Alors, je reviens ici. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est qu'il faut d'abord créer son barème et après, ben, je vais aller associer mon barème à un devoir. Et encore dans un troisième temps, ben, créer ma grille d'évaluation qui va utiliser ce barème. C'est un peu complexe, je vous l'accorde, mais on peut à nouveau, là c'est une démonstration, donc après, si vous avez besoin qu'on refasse ça ensemble, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, dans mon devoir ici, qui était actuellement sous forme de points, je vais aller dans les paramètres. Je vais donc changer mon barème dans la catégorie notes. Je vais dire que c'est un barème, et une fois que j'ai défini mes barèmes dans mon cours, ben, ils apparaissent ici, à la fois mes barèmes personnalisés et les barèmes généraux. Donc ici, ben, moi, je vais proposer une évaluation formative. Oui. Je vais faire une méthode d'évaluation. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si je fais une évaluation simple, directe, ben, je vais juste pouvoir choisir le niveau final. Et si je veux faire une grille plus complète, enfin, complète et peut-être parfois complexe, je vais modifier ma méthode d'évaluation et je vais sélectionner la grille d'évaluation. En faisant ça, donc, je définis le système de points, enfin de notation par barème, je choisis mon barème défini et je modifie la méthode d'évaluation sur base d'une grille d'évaluation. Une fois que c'est fait, ben, j'enregistre et j'affiche mon activité. Et vous voyez qu'il va me demander ici de définir mon évaluation, mon formulaire d'évaluation. Donc, il peut y avoir au sein de votre plateforme des modèles d'évaluation proposés, ou alors vous pouvez définir votre propre modèle d'évaluation. Donc là, ben, on peut créer autant de grilles qu'il y a d'activités dans son cours, et après on peut l'attacher à chaque fois au même barème, ça c'est possible. Puis ici, ce serait ma grille pour le devoir 1. Je peux donner une description et après, ben, on peut reprendre la production de notre IA et venir les copier-coller ici dans les différentes cases. Et donc, ce serait euh, mon acquis d'apprentissage 1 avec ici mon critère 1. Et là, je peux venir mettre soit un indicateur, enfin oui, je pourrais mettre un indicateur 1, indicateur 2, qui va me permettre de dire, hop, je vais supprimer ici, je vais lui dire, ben ça, ce sera réussi ou ce sera raté, ça dépend en fait comment on fonctionne. Vous voyez, c'est assez facile, hein. On peut ajouter des niveaux, il n'y a, je pense, pas de limite. On peut créer des niveaux, on peut ajouter autant de critères qu'on veut, et on vient noter bah, ces critères, etc., etc. Ce que je vais peut-être faire ici, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais vous montrer plutôt des... Ouais, ici, forcément, il va m'embêter. Hop. Donc, une fois que j'ai enregistré tout ça, je supprime juste pour vous montrer. Je vais vous en montrer dès qu'ils sont finalisés. Parce que ça, malgré tout, ça prend un tout petit peu de temps d'encoder tout ça. Voilà, une fois que ma grille est prête, ben, je vais pouvoir évaluer. Ici, évaluer. Je vais pouvoir évaluer assez facilement à nouveau avec mon tableau. Donc, ce sera plus rapide. Ce que je voulais peut-être vous montrer, je reviens ici. Là, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je peux faire une grille formative. Donc là, on a un onglet évaluation avancée qui est disponible dans mon devoir. Je peux modifier mon formulaire. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un truc qui est parfois un peu particulier dans Moodle, c'est que je dois attribuer des points pour chaque
cases à cocher. Mais mon barème, il est défini sur 4 niveaux. Et donc, c'est là que moi, j'ai bypassé un peu le système. C'est-à-dire que si j'attribuais un point pour acquis, un point pour acquis, un point pour acquis, il obtiendrait 3 points si il a les 3 acquis. Et donc, il aurait automatiquement le barème acquis qui vaut 3 points. Et donc, pour bypasser ça, moi, j'ai attribué 0 point partout, ici. Et mes points finaux, en fait, ils sont évalués sur ma dernière ligne, mon degré de maîtrise, qui me permet de dire, ben, OK, j'attribue 0 partout ici. S'il a 0 au final, ben, c'est non acquis. S'il a un point, c'est en voie d'acquisition. Et alors, c'est vraiment, on fait plus un, plus un, plus un. Alors, j'imagine, je me rends compte en le disant que c'est peut-être pas super simple à appréhender comme ça. Il faut peut-être le tester et voir comment ça fonctionne. Mais je ne sais pas, peut-être c'est l'occasion de répondre à quelques questions, s'il y en a. On n'a toujours pas de questions rédigées dans l'onglet questions-réponses ou le chat. Est-ce qu'en live, est-ce qu'il y a des questions à cette étape? Tout va bien? Ok. Euh, et donc, ben, vous avez compris l'idée. Ici, c'était plutôt une grille d'évaluation formative, où j'ai défini donc mes éléments. J'ai attribué 0 point, et donc je peux vraiment personnaliser ici ce que je vais donner comme retour aux étudiants. Et c'est juste pour répondre à mon barème que j'ai fait cette 3e ligne pour pouvoir, dans Moodle, attribuer donc un niveau. Alors, ce qu'il faut penser à faire, c'est que vous avez des petites options ici en bas. Donc, vous pouvez afficher les points de l'évaluation ou les rendre ou les cacher. Donc, moi, en fait, je désactive ces 2 éléments-ci, donc afficher les points durant l'évaluation et afficher les points aux participants évalués. Donc, ça me permet ainsi, bah, finalement, les points, c'est simplement pour répondre à une question technique de Moodle. Mais en soi, moi, ça ne m'apporte rien dans mon travail d'évaluation ici dans un cadre formatif. Après, s'il n'y a toujours pas de questions, vous n'hésitez pas. Donc là, j'ai dû modifier quelque chose, il n'aime pas ça. On va annuler. Hop. Après, on peut faire une grille certificative et là, ça a pris un peu de temps. Donc ça, je peux vous l'envoyer. Je pense que je l'ai mis dans les notes pour que si pas, je le ferai, mais pour une évaluation certificative, on peut avoir une grille, mais que j'ai dû structurer aussi un peu bizarrement. C'est-à-dire que pour qu'elle soit lisible, bah, j'ai à nouveau repris mon en-tête pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable de blablabla. J'ai repris mes acquis d'apprentissage que j'ai mis ici en description. Et puis, ben, mon acquis d'apprentissage, ah oui, je vois qu'il y a une demande pour avoir accès au support. Ils seront tout à fait disponibles. Je vous les enverrai par mail par la suite. Donc, ici, dans ma grille, j'ai donc défini dans ma description mes 3 acquis d'apprentissage qui sont là. Et j'ai repris, pour ne pas alourdir la lecture de la grille, j'ai mis AA1 que je reprends là. Et ici, mon critère 1. Là, vous voyez qu'il y a l'acquis 1, mon indicateur 1, l'acquis 1, toujours l'acquis 1 et pas mon indicateur, mon critère 2 ici. Et ainsi de suite, je vais d'abord définir si l'étudiant a acquis ou non acquis chaque critère. Si j'ai défini acquis dans tous mes critères d'acquis, ça me fait beaucoup de fois acquis, hein, désolé, ben, je peux répondre à cette question du seuil de réussite. Donc oui, tous les acquis sont rencontrés, le degré de maîtrise peut être calculé. Ou s'il y a un non, ben non, un ou plusieurs acquis d'apprentissage ne sont pas rencontrés. Dans ce cas, le degré de maîtrise n'est pas calculé. Je peux venir justifier le pourquoi
de pourquoi le seuil de réussite n'a pas été atteint. Et donc ici, on passe après au niveau de degré de maîtrise. Et là, ben, j'ai créé des catégories, donc entre 50 et 60%, 60 et 70, 70, 80. Et une catégorie, ben, le seuil de réussite n'a pas été atteint, donc il n'est pas calculé. Donc en faisant comme ça, ben, je complète mes documents, enfin mes cases, et je peux déjà définir la décision du conseil d'études en rappelant que théoriquement, les étudiants ne doivent pas avoir accès à ces documents avant que le conseil d'études n'ait eu lieu. Et donc ça, on peut cacher l'activité devoir pour qu'il ne l'ait pas visuellement, mais qu'alors on le rende disponible après coup. Donc ça va me permettre de dire, dans ce travail-là, voilà, tu as une réussite. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, ça fonctionne comme ça fonctionne par barème, je suis obligé de noter la note finale. Si je veux la communiquer à l'étudiant, je peux la mettre alors en commentaire et ce ne sera pas repris sur la plateforme. Donc ça, c'est un petit détournement du fonctionnement de la plateforme. Et ce qui va me permettre de voir dans le carnet de notes de l'étudiant qu'il a une réussite. Et par contre, sa note, il devra aller la voir dans le commentaire ou sur le document officiel, si vous avez un gestionnaire de notes au niveau de l'établissement. Donc en faisant tout ça, j'ai ma grille d'évaluation qui peut être communiquée à l'étudiant assez facilement. Il peut avoir mes commentaires, etc. Et moi, ça m'a déjà bien aidé où des étudiants disent, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai raté. Je dis, pas de souci. Est-ce que tu as lu la grille d'évaluation sur la plateforme? Elle dit, ah non, je n'ai pas été voir. Et puis elle me demandait, cette étudiante me demandait un entretien pour lui expliquer tout ça. Je dis, ben, commence déjà par lire la grille, voir les commentaires que j'ai laissés. Et si besoin, on reprend rendez-vous, mais s'il n'y a pas besoin. Et finalement, la lecture de la grille, la justification a suffi à ce qu'elle dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, ces aspects-là, je ne les ai pas bien travaillés, etc., etc. Et du coup, voilà, ça s'est arrêté là. Donc, ça permet une meilleure communication avec les étudiants, c'est dans le cours et ça laisse une trace ici. Voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Je sais, je m'en excuse que c'était peut-être un peu théorique, démonstratif, mais c'est le format du webinaire qui veut ça. Je ne sais pas du coup si vous avez encore des questions. Pas de questions. Peut-être, alors c'est moi qui vais vous en poser. Tout d'abord, oui, c'est ça, Nathalie qui dit on va digérer, oui, c'est assez dense, hein, je m'en rends bien compte. Mais au moins, c'était l'idée de vous montrer que c'est possible de le faire. Vous avez tout à disposition et faut après pouvoir l'exploiter, se dire, bah, tiens, comment moi, dans ma pratique, je vais pouvoir l'utiliser. Si vous voulez approfondir, je vous invite à vous rendre sur notre plateforme technopédia-cp11.be où on reprend toutes nos formations proposées au niveau du réseau. Il y a plein de webinaires. Pour le moment, c'est lâché. Je crois qu'on en fait 2 par semaine. Merci Nicole. Et peut-être alors, avant de vous laisser partir, à vous le mot de la fin. Qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Ou peut-être si vous avez un retour d'expérience que vous voulez faire avec nous ici. Le micro est à vous. Mais si je peux intervenir, je pense que ce qui est très important, c'est de savoir garder son esprit critique et de savoir d'abord ce qu'on veut dans sa grille avant d'utiliser l'IA. Parce que si on pense que l'IA va faire tout le travail à notre place de réfléchir, ça va être compliqué. Donc, si des gens ne comprennent pas comment on fait les grilles, ça va être difficile d'expliquer à l'IA comment on les fait. Oui, oui, c'était vraiment tout l'exercice ici de représenter le fonctionnement de la promotion sociale et de montrer comment on pouvait cadrer l'IA pour qu'elle réponde à ça. Mais effectivement, ça demande d'être compris et c'est pas parce qu'on a l'outil IA qui va le faire pour nous que ça va être compris. Ça demande un temps de réflexion, ça demande un temps d'appropriation.
C'est pour ça que j'illustre ici avec ce petit personnage qui est un peu perdu avec tous les choix. Est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Enfin voilà, peut-être, never. Mais oui, tu as tout à fait raison, Christelle. Il faut faire attention que ce n'est qu'un programme qui génère du texte, mais qui n'a aucune connaissance du sens du texte. Il fait des probabilités sur tel mot est censé apparaître après tel autre mot dans tel contexte. Après, ça reste assez. Moi, je trouve ça assez bluffant quand même. Oui, oui, mais c'est pour ça que moi, sans doute que j'avais mal fait ma demande, mais moi j'avais plus de paraphrase de mon acquis qu'autre chose, quoi. Mhm. Oui, donc alors il faut vraiment, si la sortie que tu obtiens n'est pas ce que tu veux, ben, faut le recadrer en lui donnant. Donc si peut-être je reprends. Hop, hop, donc, si je sais pas si. Ah non, je peux pas zoomer là-dessus. Hop. Voilà, je vais pouvoir lui mettre ici par exemple. Attends, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Ici, je vais pouvoir lui mettre des exemples de ce que j'attends. Exemple d'un critère attendu. Donc, ou comme ici, voilà. Je vais lui mettre ici ce que j'attends. Je dis, reprends l'exemple qui est repris. Là, j'ai mis entre double crochet. Je lui ai mis des phrases toutes faites et des consignes. Et là, la forme du tableau, mais tu vois que je n'ai donné aucune donnée dans ce tableau. Je lui ai juste donné la forme attendue. Donc, c'est intéressant dans la génération du prompt que vous utilisez. C'est de l'orienter, de lui donner des exemples très précis de ce que vous voulez au final. Sinon, oui, il va faire ce, enfin, la première action qu'il semble la plus juste pour lui. Mais s'il n'y a plus d'autres questions, bah, je propose qu'on finisse là bah, un petit quart d'heure à l'avance. Donc, je vous enverrai toutes les ressources. Il y a un petit site avec le descriptif de toutes les étapes, avec des captures d'écran, et ben, le temps que la vidéo soit découpée, retravaillée un petit peu, ben, vous aurez aussi des petits replays disponibles. Donc ça, bon, il faut laisser quelques jours, hein, le temps de retravailler tout ça. Et puis voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, n'hésitez pas à vous inscrire à nos autres webinaires et puis on se revoit dès que vous voulez dans une formation.